Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un être qui n'a pas hésité à se laisser corrompre par le vide afin de sauver le peuple Draktyr. Ancien chef du vol noir et responsable du cataclysme en Azeroth, voici l'histoire de la légende de Neltharion. A l'origine, Neltharion était un fier et puissant proto-dragon. Empli d'une grande passion et d'un courage sans limite, il était un noble combattant, bien qu'un peu présomptueux. Il forgea une profonde amitié avec le futur père du vol bleu, Malygos, en l'aidant à combattre Khorros. Leur espèce commençant à être menacée par l'une des plus grandes menaces que le monde ait portées, un proto-dragon gigantesque ayant développé un goût prononcé pour la chair de ses compères, transformant également n'importe quel dragon qui l'a mordu en un parfait zombie obéissant. Et cette menace portait le nom de Galakrond. Après avoir rejoint les forces de frappe menées par Talonyxia, il prit part à la bataille contre le Léviathan. C'est bien plus tard, dans une autre bataille, que Neltharion avec Ysera, Alexstrasza, Malygos et Nosdormu vaincra le monstre qui s'écrasera en désolation du dragon. Tout comme ses frères et sœurs, il obtiendra le pouvoir des titans, lui permettant d'évoluer et de devenir un aspect draconique. Leur mission était donc de protéger Azeroth des forces pouvant la mettre en péril. Il fera un petit repère non loin de Suramar où il y déposera le marteau de Khazgoroth, un surpuissant artefact permettant de façonner les montagnes. Il bâtira un lien avec une espèce des cavernes, les Drogbar, qui le serviront. En protégeant les lieux, il fut surnommé le Garde-Terre. Quelques temps plus tard, il créa de sa volonté les Draktyr, un peuple draconique humanoïde pouvant manier la magie de tous les vols, tout en se rapprochant des races mortelles. Afin de les garder sous contrôle, il utilisa un artefact. Malheureusement, il se fera attaquer par Raszageth la Manche Tempête et ses primalistes, les dragons ayant rejeté totalement les titans. Dans la bataille, le gantelet permettant le contrôle des Draktyr fut détruit. N'ayant plus aucune solution, Neltharion décida de se laisser corrompre par les pouvoirs des dieux très anciens pour sceller Raszageth et enrayer l'assaut de ses primalistes. Assez rapidement, il demandera à Malygos de figer les Draktyr dans une stase totale. Son armée sans son contrôle était trop dangereuse, mais la détruire serait du gâchis. Ainsi, il pourrait donc revenir un jour pour les utiliser. Durant plus de 20 000 ans, ils furent gardés par des dragons du vol bleu. Quelques temps plus tard, un conflit éclatera concernant les découlés de la trahison du forgé par les titans, Loken. Celui-ci, opposant les deux créations de Loken, les géants Ignis et Volcan, ainsi que leur vricule du clan Morgiver contre les terrestres. Tyr, Archaedas et Ironaya tentèrent d'arrêter les opposants, mais ces derniers étaient bien trop puissants. Comptant sur ses alliés de longue date, il appela à l'aide des aspects draconiques qui volèrent à leur secours. Les grands dragons furent pris d'une grande colère quand ils virent tous les corps inertes de terrestres, mais d'autant plus lorsqu'ils virent que les géants avaient subjugué des proto-dragons. En travaillant de concert tout comme des années auparavant, ils balayèrent la menace et les vricules de Morgiver furent endormis dans une brume créée par Nosdormu et Ysera. La stase dans laquelle ils étaient plongés était bien loin d'être aussi reposante et merveilleuse que le rêve d'Emeraude. Les années qui suivirent, la corruption gagnait de plus en plus Neltharion. Ayant utilisé le pouvoir des jeux très anciens, il devint peu à peu leur fervent serviteur. Les DTA commencèrent donc à lui donner une vision d'Azeroth sous sa domination. Pour cela, il fallait créer un artefact surpuissant rassemblant la puissance de tous les aspects, l'âme du dragon. Ce disque serait créé à partir du sang de Neltharion et sera forgé par Meklo et ses gobelins dans les entrailles de la terre. L'artefact fut également infusé d'une magie afin que les aspects ne se rendent pas compte que l'âme du dragon concentrait une partie du pouvoir des dieux très anciens. 10 000 ans avant la porte des ténèbres survint l'un des événements majeurs en Azeroth, la première invasion de la Légion Ardente, connue sous le nom de la guerre des anciens. Une fois de plus, les aspects répondirent à leur devoir et foncèrent dans la bataille contre les démons. Profitant du fait que les démons gagnèrent du terrain, le Garde-Terre proposa aux autres aspects d'infuser leur magie dans l'âme du dragon afin de détruire la Légion Ardente. Faisant confiance à leurs frères, les grands dragons mirent leur magie dans le disque. Armés de son puissant artefact, Neltharion et les autres aspects foncèrent au cœur de la bataille vers Zinachari, la capitale elfe de la nuit. Le chef du vol noir utilisa alors les pouvoirs destructeurs de l'âme du dragon pour détruire en seulement quelques secondes des milliers de démons. C'est avec horreur que les autres aspects contemplèrent qu'il avait également fauché des milliers d'elfes de la nuit. Par ce biais, Neltharion voulait montrer aux démons comme aux mortels à quel point il les dépassait en termes de puissance. Sans hésiter, les autres aspects se ruèrent sur lui pour l'arrêter et essayer de comprendre la raison de sa traîtrise. Les dragons du vol bleu de Malygos se jetèrent également sur le père du vol noir
mais furent en grande partie désintégrés par un seul rayon de l'artefact. Alors qu'il se mit à paralyser les autres dragons avec l'arme, Corialstraz intervient, brisant la concentration du garde-terre, ce qui les libéra de son emprise. Neltharion continua dans sa folie à tuer des dragons des autres vols. La peur et le désespoir gagnant les autres aspects, ces derniers se cachèrent afin de ne plus subir le courroux du serviteur des DTA. La corruption et l'utilisation de l'âme du dragon changea radicalement l'apparence du noble dragon noir, son torse commençant à s'ouvrir, laissant transparaître le magma qui se retrouvait également au niveau de sa gueule et dans ses yeux. C'est à partir de ce moment qu'il serait connu sous le nom d'Eldemort. Après cette belle victoire, le sinistre dragon revint dans le repère qu'il avait créé il y a des millénaires. L'utilisation de l'âme du dragon avait fragilisé son corps. Il ordonna donc au gobelin de lui forger une armure en adamantium permettant de sceller les craquelures de son corps. Pendant ce temps, Malfurion Hurlerage utilisa le rêve d'émeraude afin de trouver le repère d'Eldemort et de s'accaparer de l'âme du dragon. Il sera cependant capturé par Illidan et Varroten, et l'artefact sera remis à Manoroth le Destructeur, qui menait les troupes démoniaques sur place. Alors qu'il voulut remettre la main sur le disque, il faillit être totalement annihilé par l'artefact, car d'un côté Sargeras puisait dedans afin de rentrer sur Azeroth, et de l'autre les dieux très anciens tentèrent de l'utiliser pour se libérer de leur prison. En attrapant le puissant artefact, cela produisit un terrible choc qui le projeta à des kilomètres, tandis que Nosdormu arriva du futur afin de s'accaparer l'âme des dragons, qui révélera être utile durant la bataille finale contre Eldemort. L'âme des dragons sera scellée afin qu'Eldemort ne puisse plus l'utiliser, et sera remis à Malfurion qui aura pour mission de la cacher à un endroit inconnu. Lorsque la guerre des anciens prit fin, le grand dragon noir retourna à son repère. Mais cette fois, il n'y resterait pas. Un grand héros, Tauren, prendra la tête d'un groupe de Drogbar qui avait été mis en esclavage par Neltharion et combattra le garde-terre. Utilisant le marteau de Khazgoroth, il bannit Eldemort dans le plan élémentaire de la Terre, les Tréfonds. Après des milliers d'années de bannissement et de repos afin de panser ses blessures, il refera surface lors de l'apparition d'un nouvel envahisseur d'Azeroth, les Orques. Il vit en son peuple contrôlé par la Légion Ardente, un outil afin de briser les royaumes humains, mais également un moyen de détourner l'attention et de pouvoir se concentrer sur la recherche de l'âme des dragons. Il prendra une apparence humaine et se fera passer pour un noble venant d'Hurlevent. Alors que cette dernière enverra des missives pour quémander de l'aide, il se moquera d'eux en les accusant de grossir des problèmes mineurs et que tout est inventé. Pour les quelques personnes prenant au sérieux les appels à l'aide d'Hurlevent, Eldemort usera de sa magie pour manipuler leurs esprits. Ces machinations mises en place, il ira ensuite vers le sud pour s'infiltrer chez les orques en prenant l'apparence d'un roche noir afin d'observer leur société. Il s'inséra si bien dans la société orque qu'il s'attira les faveurs de dettes iconiques telles que celles d'Orgrim, Gul'dan ou encore celle de Main Noire. Quelque temps plus tard, après la victoire de la Horde sur Hurlevent, Eldemort sentit qu'il était le bon moment de continuer les recherches sur l'âme des dragons. Bien que l'artefact avait été protégé de sorte à ce que magiquement aucun dragon ne puisse l'utiliser, les orques, eux, le pourraient très certainement. Il fera donc vivre des visions au chef du clan Gueuledragon, Zulued le Fourbu. Le chef orc fut émerveillé par des visions de son clan montant des créatures qui étaient appelées dragons en langue humaine. Nostalgique du temps où son clan chevauchait les Rilac, il était très motivé à dompter ces majestueuses créatures. La machine lancée, Eldemort guida donc Zulued vers les Carmines qui était le lieu où était enterré l'artefact. En plus de toutes les protections magiques, il était farouchement gardé par un dragon du vol rouge portant le nom d'Orastraz. Un terrible combat commença entre Zulued et ses orques contre le dragon rouge. Bien qu'une dizaine d'orques périrent, Orastraz fut tué. Tout de même méfiant envers l'artefact, il demanda à son plus grand démoniste, Necros Bristet, de s'occuper de l'âme des dragons. Il brisera donc les barrières magiques et s'en emparera. En portant l'artefact, il sentira les restes d'énergie gangrénée dus à son utilisation durant la guerre des anciens. Il baptisera donc l'arme de l'âme du démon. Avec la destruction des barrières magiques, Alexstrasza sentit tout de suite qu'il y avait un souci avec l'artefact. D'autant plus que son gardien ne donnait plus aucune nouvelle. Elle prit avec elle quelques dragons du vol rouge et fonça vers les Carmines sans se douter que c'était un piège d'Eldemort. Durant l'attaque de la Horde sur Casmodan, alors qu'Alexstrasza se rapprocha de son objectif, elle découvrit que c'était une créature qu'elle n'avait jamais vue auparavant en possession de l'arme. Sous-estimant totalement Necros, elle fonça sur lui sans se douter qu'Eldemort lui avait expliqué par ses visions et rêves
comment utiliser l'âme du dragon. Avec une grande facilité, la chef du vol rouge fut neutralisée et rapidement enchaînée. Bien que la relique soit puissante, Necros était limité par son corps de simple mortel. Il ne pouvait donc pas neutraliser Alexstrasza ainsi que les dragons de son vol. De ce fait, il fit pression sur la vie de la reine dragonne, ce qui força les dragons du vol rouge à se soumettre. Elle fut transférée à Grim Battle dans les hautes terres du crépuscule, où elle fut emprisonnée avec sa progéniture. Elle fut séquestrée et forcée de pondre des œufs afin de donner des futures montures au clan Gueule de Dragon. Ce qui d'ailleurs aura de lourdes conséquences sur les différentes batailles de la Seconde Guerre. Cette avance de la Horde sur l'Alliance permettrait à Eldemort de pouvoir tranquillement restaurer le vol draconique noir. Afin de toujours garder Necros et le clan Gueule de Dragon sous contrôle, il enverra Krill, un gobelin qui deviendra une sorte de conseiller pour le démoniste. Ce dernier lui donnera quelques idées dont Necros ne saura jamais qu'elles viennent en vérité d'Eldemort. Après la victoire de l'Alliance, ce qui provoquera la fuite du reste des orques vers Draenor ainsi que la fermeture du portail, le chef du vol noir dut attendre quelques années avant que la porte des ténèbres s'ouvre de nouveau. Il profitera de ce moment pour aller à la rencontre du nouveau chef de la Horde, le chaman d'Ombre-Lune Ner'zhul. C'est avec lui qu'il passera un marché. En échange de l'aide de ses enfants, les orques devraient laisser passer des cargaisons d'œufs de dragon noir. Comme Draenor était éloigné de tous les aspects, cette terre représentait l'endroit idéal pour pouvoir restaurer son vol. Par la même occasion, il demanda au chaman de lui laisser le crâne de Gul'dan, ce à quoi Ner'zhul accepta, ne préférant pas s'attirer le courroux du destructeur. Rapidement, le vol noir fera la rencontre des Grognes qui seront très hostiles et contre qui un grand conflit aura lieu. Le territoire des Grognes sera petit à petit possédé par Eldemort. Peu de temps plus tard, le petit groupe des fils de Lothar formé de Khadgar, Turalyon et Alleria Coursevent feront la rencontre avec le chef des Grognes, Gruul. Ayant des intérêts communs, le groupe de héros et le grand Grogne feront une solide alliance dans le but d'un côté reprendre le crâne de Gul'dan et de l'autre de reprendre les terres des Grognes en Gorgron. Avec les destructions d'une partie des œufs et la mort des dragons de son vol, Eldemort débarqua sur les lieux emplis d'une fureur sans nom. Un combat titanesque commença entre Gruul et Eldemort qui, malgré le fait d'être un aspect draconique, reculait face à la puissance brute du tue-dragon. Cependant, Eldemort prit l'ascendant durant le combat et Gruul fut sauvé par Khadgar qui concentra un sort afin de déloger une plaque qui retenait le corps du dragon. Hurlant de douleur et blessé, il préféra fuir vers Azeroth. Voulant pouvoir se régénérer tranquillement, il fera exprès de se rendre non loin de Dalaran afin que les mages de Kirin Tor l'attaquent. Il fera donc croire que leurs attaques eurent raison de lui et finit sa mort en s'écrasant dans la mer. Le conseil ne se posera pas plus de questions et déclarera qu'Eldemort n'est plus. Revenant donc en tant que le seigneur d'Avalprestor en Lordaeron, il continuera son travail sur l'influence. Bien que personne n'ait entendu parler de lui, il invoquera la lignée en expliquant qu'il est un lointain cousin d'Aliden Perenold. Il expliquera également que son domaine a été détruit par une attaque de dragon et qu'il en est le seul survivant. Il charmera l'aristocratie de Lordaeron et se fera une place de choix à tel point qu'il deviendra assez influent pour être l'un des favoris du roi Terenas II. C'est lui qui est responsable du sort d'Alteract en conseillant à Terenas II de mettre une main de fer sur Perenold et de déclarer la loi martiale. Malgré tout, il fallait garder une influence de Lordaeron en Alterac et Terenas choisit d'Avalprestor comme futur régent. Afin de bien renforcer cette alliance, il promit la main de sa fille, Calia Menethil, d'être sa future épouse. Son jeu politique étant en place, il était en train de petit à petit retourner Lordaeron, Gilneas, Kultiras et Stromgarde contre le Kirin Tor. Mais ceci fut sa plus grande erreur. En faisant cela, Dalaran commençait à avoir des doutes sur ce qui se passait en Lordaeron. Crassus, membre du Haut Conseil, qui était également Corial Astraz, un dragon du vol rouge, allait mener son enquête. Dans son investigation du château de Prestor par divination, il fut pris par un sort se nommant la fin sans fin qui lui coûta une main et 2 doigts. En subissant cela, Crassus comprit rapidement que Prestor n'était pas celui qu'il prétendait être. Car seul un être au moins aussi puissant que Medivh pouvait se permettre d'utiliser ce genre de sort. Son plan sur l'aspect politique semblait bien avancé. Il se dirigea donc vers Grim Battle dans le but de prendre les œufs d'Alexstrasza. Pour cela, il leur fit croire à une attaque d'humains et ferait en sorte de mener Ronin au niveau de la forteresse pour faire peur à Necros et ses orques.
Le démoniste commencera donc à migrer ailleurs en emportant la chef du vol rouge. C'est donc sur la route qu'Eldemort s'en prit à la caravane afin d'également récupérer l'âme des dragons. Necros utilisa l'arme contre le dragon noir, mais cela n'eut aucun effet puisqu'il n'avait pas insufflé son pouvoir à l'intérieur. En manque d'idées, il envoya Tyrannastras attaquer le destructeur, mais ne fit pas long feu face à la puissance d'Eldemort. Pendant ce temps, Crassus avait pu prévenir tous les aspects du retour du destructeur, et ces derniers arrivèrent sur les lieux afin de sauver leur sœur Alexstrasza. Malgré le fait qu'ils étaient en plus grand nombre, ils n'avaient plus tout leur pouvoir. Le combat penchait largement en faveur d'Eldemort. Cependant, l'intervention du mage Ronin changea la donne. Il s'emparera de l'âme des dragons, libérant ainsi Alexstrasza qui ira dévorer Necros juste avant de rejoindre ses frères et sœurs dans la bataille. Durant ce combat titanesque, le dragon noir perdit une écaille qui sera utilisée par le mage afin de détruire l'artefact, ce qui rendra aux aspects draconiques leur pouvoir d'antan. Maintenant à pleine puissance, Alexstrasza, Nosdormu, Malygos et Ysera infligèrent de si lourdes blessures à Eldemort qu'il dut fuir vers les tréfonds afin de survivre. Par la même occasion, tout ce qu'il avait bâti en tant que Lord d'Avalprestor s'écroulait. La réputation et son influence diminuèrent jusqu'à ne plus être que néant. Bien qu'il sera inactif durant des années, ses enfants Onyxia et Nefarian apporteront énormément de chaos en Azeroth. Des années plus tard, Sinestra reprendra les expériences de Nefarian pour créer le vol du crépuscule. Plus tard, Eldemort réanimera le corps de Sinestra avec les pouvoirs de Enzot et la positionnera dans le bastion du crépuscule afin qu'elle crée et protège les œufs du vol du crépuscule. Après des années de veille, Eldemort sera rendu encore plus puissant grâce au pouvoir des dieux très anciens, ces derniers voulant que l'heure du crépuscule sonne. Eldemort sera également amélioré en se faisant poser de nouvelles plaques d'armure, cette fois-ci en élémentium. Il surgira alors des tréfonds et détruira au passage le pilier monde, ce qui affaiblira la barrière entre le plan de la Terre et la réalité. Cette instabilité menaçant l'existence d'Azeroth sera connue comme l'effondrement. Cette destruction remodellera totalement la surface d'Azeroth par le biais de raz de marée, d'éruptions, de tremblements de terre et d'éboulements. Notamment à Kezan qui subira une puissante éruption volcanique forçant les gobelins à fuir, ou encore à Zandalar où de nombreux endroits seront engloutis par les eaux, ce qui causera l'exode de quelques Andalari. Les chamans seront alertés par cette catastrophe et viendront sur place afin de rétablir l'équilibre dans les éléments. Les champions de la Horde et de l'Alliance seront également au rendez-vous pour réparer le pilier. Eldemort détruira également dans la foulée des zones de manière totalement aléatoire jusqu'à se poser à Hurlevent où il détruira qu'une partie de la ville afin de briser les peuples psychologiquement. Le but étant de leur faire intégrer le marteau du crépuscule. Du côté des terres ingrates, on apprendra que Rheastraza a protégé un œuf purifié du vol noir en sacrifiant sa propre vie ainsi que son propre œuf face à Eldemort. Le destructeur, voulant tout simplement détruire l'œuf purifié, se sera fait berner par l'astucieuse dragonne. Cet œuf purifié donnera vie plus tard à Irion, l'un des seuls dragons du vol noir dépourvu de corruption. Afin d'amener encore plus de destruction, Eldemort fera revenir Ragnaros dans notre plan. Ce dernier s'attaquera au mont Ijal. D'un autre côté, Alakir sera de la partie, provoquant des tempêtes sur Uldum. Eldemort aura également de nouveaux alliés que sont les Tol'vir, une ancienne race créée par les titans qu'il mettra dans sa poche en leur promettant d'enrayer la malédiction de la chair. Le but ici présent du destructeur est l'obtention d'une arme appartenant aux titans, mais la mission sera un échec à cause des champions de la Horde et de l'Alliance. Sur les terres du crépuscule, Alexstrasza décida d'attaquer Eldemort seule. Pour cela, elle utilisa un sortilège afin d'attirer le destructeur et de le tuer en combat. Malheureusement, la dragonne n'avait pas pensé que son frère serait devenu bien plus puissant que lors de leur dernière bataille. Cependant, elle ne pouvait plus reculer. Un autre terrible combat commença entre Alexstrasza et Eldemort. Étonnamment, la dragonne semblait victorieuse et s'opposa reprenant forme humaine, tandis que son adversaire s'écrasa non loin. Malgré ses blessures, le destructeur se releva, prêt à continuer la bataille. C'est à ce moment précis que des dragons du vol rouge vinrent à sa rescousse pour l'amener dans un endroit pour se faire soigner. De l'autre côté, Kael'Astraz se jeta sur Eldemort qui était blessé, afin de faire gagner du temps à sa mère et aux champions. Après une retraite stratégique, le destructeur ira voir le vol bleu afin qu'il rejoigne ses rangs. Le timing était parfait puisque c'était également au même moment qu'un chef du vol bleu devait être choisi. Deux prétendants, Arygos et Kalecgos. Dans le dos des autres dragons bleus, Arygos va pactiser avec Eldemort. S'il devient le chef du vol bleu, il rejoindra le vol noir. Heureusement,
Le plan échoue vu que Kalégos va être élu chef du vol bleu et l'attaque d'Arygos sur son frère sera un échec grâce au sacrifice de Taregosa. C'est à peu près au même moment qu'une prophétie émergeait, disant que Thrall causerait la perte d'Eldemort. Afin de contrecarrer cette menace, il enverra Aedelas l'an noir d'une autre ligne temporelle afin de traquer et assassiner Thrall. Ceci sera une fois de plus un nouvel échec puisque Thrall lui ôtera la vie. Quelques temps plus tard, lorsque Thrall communiquera avec la Terre afin de sonder les éléments, son corps astral se fera emprisonner et torturer par Eldemort. Tout en dialoguant, le chaman apprendra que c'est également le poids de toute la Terre qui a rendu le dragon noir fou. Dans son immense souffrance, Eldemort lui fera subir le poids de la Terre tout comme il l'a vécu. Il sera sauvé in extremis par le cercle scénarien, le cercle terrestre, Agra et les aspects qui font revenir son corps astral dans son corps physique. Après une importante réunion, les forces alliées contre Eldemort décidèrent que pour le vaincre définitivement, il fallait l'âme des dragons sans aucune corruption, dans sa forme la plus pure. Avec l'aide de Nosdormu, l'âme des dragons sera prise dans le passé et sera remise à sa place après avoir été utilisée. Toutefois, avant cela, il fallait absolument régler une anomalie temporelle dans un futur alternatif où Eldemort avait gagné. Une vision cauchemardesque du monde est montrée. Seule la désolation s'étend aux kilomètres à la ronde. Un monde triste peuplé d'esprits tourmentés, avec Eldemort empalé sur la tour du repos du ver. Ce futur possible a pour auteur Murozonde, une forme possible de Nosdormu ne veillant plus sur les lignes temporelles, mais qui n'a pour but que de la destruction de ces dernières. Les anomalies détruites, les champions pourront alors avec les aspects se retrouver dans le passé durant la guerre des anciens afin de s'emparer de l'âme des dragons, tout en combattant toutes les personnes se mettant dans le passage comme Ashara, Manoroth ou encore Varroten. Une fois revenu dans le présent, c'est Thrall qui aura la responsabilité de l'artefact et lorsqu'il arrivera dans la tour du repos du ver, c'est l'archevêque Benedictus qui avouera être le nouveau chef du marteau du crépuscule. Il tentera alors d'arrêter les héros. Cependant, il échouera et sera tué. Par la même occasion, Thrall rétablira l'équilibre entre les aspects en devenant le nouveau garde-terre. Eldemort ira rejoindre ses ennemis et appellera toutes ses armées afin d'en finir pour de bon avec cette guerre qui met en déroute l'heure du crépuscule. Au sommet de la tour sera utilisé l'iris de focalisation afin d'activer l'âme des dragons, tandis que les aspects insuffleront leur magie dedans. Pendant que l'énergie était canalisée, les champions protégeront les aspects des dragons et de notamment Ultraction, la création ultime d'Eldemort. Après la défaite d'Ultraction, l'âme des dragons sera chargée et Thrall l'utilisera contre Eldemort. Blessé par le rayon et craignant pour sa vie, Eldemort fuira vers le Maelstrom afin de se régénérer. Les champions voulant en finir le poursuivront en vaisseau par les airs et déferront sa garde. Une fois rattrapé, ce sera sur le dos du Destructeur où le combat sera poursuivi. Le but afin d'atteindre Eldemort et d'arracher les plaques en élémentium de son dos. Une fois chose faite, Thrall pourra une fois de plus tirer sur le Destructeur avec l'âme des dragons, ce qui le perforera totalement et le fera tomber dans le Maelstrom. Tandis que les champions se rassemblaient avec les aspects afin de fêter leur victoire, Eldemort sorti du Maelstrom ses chairs fulminants, n'étant plus qu'une immondice emplie de haine et de folie. Les champions combattront ce pantin fourni en énergie des dieux très anciens, tandis que les aspects avec Thrall chargèrent leur ultime attaque. Une fois chargés des pouvoirs au complet des aspects, Thrall utilisera une dernière fois l'âme des dragons qui pulvérisera le Destructeur dont le seul souvenir sera ses plaques d'élémentium. Un noble protecteur à l'origine, tout ce qu'on retiendra de lui est sa folie ainsi que le monde en ruine qu'il aura laissé derrière lui, entraînant dans sa chute une grande partie de son vol. Bien que son histoire s'est achevée dans un véritable cataclysme, des lueurs d'espoir naissent avec Irion, Sabellian et Ébician qui pourront possiblement redorer le blason du vol noir. Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme des centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.